Comme le Festival Lumière à Lyon bat actuellement son plein, et que Deux pianos, le nouveau film d'Arnaud Desplechin qui se déroule en grande partie à Lyon, sort cette semaine, nous avons eu envie d'évoquer dans Blow Up, non pas une région, mais cette fois une ville, Lyon donc, laquelle a toujours entretenu des liens très particuliers avec le 7e art. Lyon en noir et blanc, ou en couleur, de jour ou de nuit, en plan fixe ou en mouvement. Lyon que l'on rejoint en train avec Alain Delon dans L'Insoumis, que l'on traverse en bateau avec Florence Foresti dans De plus belle, en voiture avec Marie Gillin dans Toutes nos envies, en bus avec Anaïs de Moustier dans Alice et le maire, à vélo avec Karim Leclou dans Vincent doit mourir, à moto avec Benoît Magimel et Laurent Scott dans Les voleurs, à pied avec Sylvie Testu dans Gamine, ou à scooter et à pied avec Catherine Deneuve dans Après lui. Bref, des visites à Lyon au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors commençons tout d'abord par une évidence, le cinématographe est né à Lyon. En effet, le tout premier film de l'histoire, la sortie de l'usine Lumière à Lyon, a été tourné le 19 mars 1895 par les frères Auguste et Louis Lumière à la sortie de leur usine dans le quartier Montplaisir, rue Saint-Victor, rebaptisé depuis la rue du premier film. Et dans les semaines et les mois qui suivirent, les frères Lumière ont continué à filmer leur ville, la place Bellecour, la place des Cordeliers, le parc de la Tête d'Or, ou ici un concours de boules, avant de partir filmer aux quatre coins de la France et du monde. Et ensuite? Eh bien ensuite, curieusement, pas grand-chose, car il faut en effet attendre l'année 1946 pour découvrir enfin un film de fiction important tourné à Lyon. Ce sera Un revenant de Christian Jacques qui va donner de la capitale des Gaules une image peu reluisante. Dès l'ouverture en effet, Louis Jouvet revient à Lyon pour se venger après avoir été victime d'une machination et retrouve une ville plongée dans la brume, l'obscurité et le secret, avec des fondus enchaînés qui engluent comme une toile d'araignée, et une ville qui se révélera de plus gangrénée par les mensonges, les trahisons et les rivalités, ceux d'une bourgeoisie locale qui fonctionne en vase clos. Et cette vision lugubre et anxiogène de Lyon va au cinéma perdurer, et par exemple dans Thérèse Raquin de Marcel Carné en 1953, qui transpose le roman d'Émile Zola de Paris à Lyon, Simone Signoret, en femme délaissée par son mari, traverse une ville et un quartier, le vieux Lyon, étriqué, étouffant, et n'a finalement qu'une envie, ouvrir l'espace, s'échapper pour retrouver son amant Raph Vallonné en périphérie, et notamment ici à l'île de Barbe. Lyon n'a donc pendant un temps que très peu attiré les cinéastes, comme un angle mort de l'histoire, une ville que l'on traverse sans s'éterniser, comme dans La sirène du Mississippi de François Truffaut, avec Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve, couple en fuite, qui fait une escale rapide à Lyon dans un appartement moderne du quai Saint-Vincent, qui leur garantit l'anonymat, mais dans le même temps qui les enferme entre les collines de la Croix-Rousse et la colline de Fourvière, dans un espace là aussi étriqué, à l'horizon bouché. Finalement, les quelques films importants tournés à Lyon à cette période sont liés à la grande histoire et plus spécifiquement à la période de l'occupation. Ainsi, en 1956, Robert Bresson, dans Un condamné à mort s'est échappé, revient sur le destin d'André de Vigny, incarné par François Leterrier, figure de la résistance, enfermé dans la prison lyonnaise de Montluc, et dont il va tenter de s'évader coûte que coûte. De même, dans L'Armée des Ombres, d'après le livre de Joseph Kessel, Jean-Pierre Melville revient en 1969 sur les réseaux de la résistance qui se sont organisés à Lyon, avec rendez-vous secrets dans les cafés, ici celui du Soleil, place de la Trinité, où se retrouvent Claude Mann et Simone Signoret, ou des rendez-vous tout aussi secrets entre cette même Simone Signoret et Lino Ventura sur les hauteurs de Fourvière. C'est elle. Elle a 17 ans. Et puis quelques figures célèbres de la résistance ont évidemment eu droit à leurs films, comme Les époux Aubrac, dans Lucie Aubrac de Claude Berry, avec Carole Bouquet en Lucie Aubrac, institutrice et résistante,
et Daniel Auteuil en Raymond Aubrac, ici en discussion au Parc de la Tête d'Or avec Jean Moulin, incarné par Patrice Chéreau. Est-ce qu'il va supporter la détention? Un Raymond Aubrac que l'on verra ensuite arrêté, interrogé et torturé par la Gestapo, personnifié par Klaus Barbie, le boucher de Lyon, ici incarné par Heino Ferch, figure tristement célèbre de la Seconde Guerre mondiale, sur laquelle est notamment revenu Marcel Ophuls en documentaire dans Hôtel Terminus, l'hôtel que la Gestapo avait transformé en QG, avec une ouverture glaçante, des témoignages au son sur des images vides de l'hôtel. C'était un sadique. Quelqu'un qui réussissait bien et qui était implacable. Il faisait peur. Et puis sur la fin, des images tout aussi glaçantes, celles de l'arrivée de Klaus Barbie à son procès en 1987 au palais de justice de Lyon. Sinon, une curiosité, Lyon a aussi été par ricochet le théâtre d'un autre événement tragique du XXe siècle, l'invasion des chars soviétiques dans Prague à l'été 1968, sur laquelle est revenu Philippe Kaufman dans L'insoutenable légèreté de l'être, adapté de Milan Kundera. Philippe Kaufman ne pouvant tourner le film à Prague, encore derrière le rideau de fer en 1986, s'étant rabattu sur Lyon, et c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Ici la rue de la Loge où habitent Juliette Binoche et Daniel Day-Lewis. Et puis, pendant l'invasion des chars, la montée du chemin Neuf, mais aussi la cathédrale Saint-Jean au second plan, ou encore ici, la basilique de Fourvière au loin. Mais quoi d'autre? Eh bien, le grand banditisme qui a sévi à Lyon et son agglomération dans les années 70, donnant à la capitale des Gaules le surnom de Chicago-sur-Seine. Ainsi, Olivier Marchal, dans Les Lyonnais, est revenu sur le célèbre gang des Lyonnais, mené par Edmond Vidal, ici sous les traits de Gérard Lanvin, se rendant à son domicile à Tassin et commanditant des assassinats devant la cathédrale Saint-Jean. De même, Jacques Maillot, dans Les Liens du sang, est lui aussi revenu sur les années 70 lyonnaises, en évoquant les frères Papet, l'un flic, Guillaume Canet, l'autre voyou, François Cluzet, ce qui n'a pas été sans tension. Tu me vires alors? Plus tôt sera le mieux. Et puis citons un fait divers plus récent qui a défrayé la chronique, le hold-up fomenté en 2009 par le convoyeur de fonds Tony Musulin, ici incarné par François Cluzet, encore lui, et que relate Philippe Godot dans 11.6. Enfin, dans un autre registre, la ville de Lyon a aussi été liée à un scandale qui a récemment défrayé la chronique, celui des crimes pédophiles du père Prénat, couvert par l'Église et notamment l'archevêque Barbarin, et évoqué par François Ozon dans Grâce à Dieu, avec cette ouverture saisissante à Fourvière, celui d'une Église qui veille, règne sur la ville, en imposant un silence assourdissant. Une ville de Lyon que Melville Poupeau, la première victime à porter plainte, va traverser à de nombreuses reprises seule. Et puis en intérieur, des clairs-obscurs ici ou ici. L'idée d'une lumière divine peut-être, mais aussi l'idée de victimes plongées dans l'obscurité, transformées en silhouettes anonymes, comme invisibilisées. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais à part ça, eh bien heureusement, Lyon n'est pas uniquement lié aux tragédies de la grande histoire et aux faits divers. Alors déjà une évidence, la ville est l'une des, sinon la capitale de la gastronomie, et le cinéma s'en est souvent fait l'écho. Dans Les émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris par exemple, Benoît Poulvorde et Isabelle Carré, timides maladifs, tentent de briser la glace au restaurant Le Sintra, et cela ne va pas se révéler si facile que cela. Bonsoir. Ah tiens, bonsoir. Sinon moins timides, Lambert Wilson et ses copains, dans Barbecue d'Éric Lavenne, ont pour habitude de se retrouver au café-comptoir chez Abel, après les matchs de foot de l'Olympique lyonnais à Gerland. Cardio et régime strict. Tu ne suis pas ton programme. Et puis tout, sauf un hasard, si Bernard Rapp, dans Une affaire de goût, situe son thriller gastronomique à Lyon, en commençant dès son générique par quelques plans en cuisine tournés à la Tour Rose, avec ici le chef Philippe Chavant dans ses œuvres. Enfin Claude Chabrol, grand amateur de bonne table,
et fin connaisseur de la bourgeoisie provinciale, a logiquement tourné un jour à Lyon. Cela se passe dans La Fille coupée en deux, avec Benoît Magimel en riche oisif, qui se rend en voiture de luxe dans les meilleures tables de la ville, fréquentant la bourgeoisie locale, et notamment ici l'écrivain François Berléand. Toujours admirablement entouré. Je vous présente ma femme, Donna, mon amie Capucine, Paul Godard. Très heureux. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le cinéaste lyonnais par excellence, Bertrand Tavernier bien sûr, lequel a souvent filmé sa ville natale, le temps d'une scène ou deux, dans Autour de minuit, avec François Cluzet et le musicien Dexter Gordon, en bordure de Saône, mais aussi pour un concert très charismatique d'Herbie Hancock, au Théâtre Antique de Fourvière, un soir d'août 1985, mais Bertrand Tavernier a aussi et surtout tourné son tout premier film à Lyon comme une profession de foi, L'Horloger de Saint-Paul, comme un presque documentaire sur sa ville de cœur, avec l'horlogerie de Philippe Noiret, rue de la Loge dans le Vieux-Lyon, mais aussi la cathédrale Saint-Jean, le parc de la Tête d'Or, la prison Saint-Joseph à Perrache, ou encore les halles de la Pardieu, sans oublier une demeure rue de Chambeauvet qui n'était autre que la maison d'enfance de Bertrand Tavernier. Bref, si on ajoute la passerelle du palais de justice, dense et magnifique, de Clovis Cornillac, et la passerelle du collège, dans Paroles de flic, avec Alain Delon et Jacques Perrin, si on ajoute la piscine Garibaldi, dans Coup de foudre de Diane Curis, et l'aquarium de Lyon, dans L'innocent de Louis Garrel, mais aussi la drague de Dimitri Durden, sous le pont ferroviaire de la Mulatière, dans Notre paradis de Gaël Morel, et la drague de Jean-Hugues Anglade, dans La gare des Brotteaux, aujourd'hui détruite, dans L'homme blessé de Patrice Chéreau. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Non. Et puis les bidonvilles de Villeurbanne, début 60, reconstitués dans le Gaune du Chabat, et plus récemment le quartier des États-Unis, où travaille Soria Zeroual dans Fatima de Philippe Faucon. On peut dire que la ville de Lyon, finalement, quand même, est au cinéma plus ou moins partout, surtout si l'on n'oublie pas Sophie Marceau, qui travaille à la Cité internationale de Renzo Piano, dans L'âge de raison, mais aussi Clive Owen, qui travaille au siège d'Interpol à Lyon, mais oui, dans L'enquête, ou encore Denis Ménochet et Marie Denarnaud, qui concrétisent Cour des Voraces dans Les Adoptés de Mélanie Laurent. Oui, la ville de Lyon au cinéma partout, et on s'en veut déjà de ne pas avoir mentionné le final musical de Tout ça pour ça, de Claude Lelouch, dans la salle des pas perdus du Palais de Justice. Et enfin, le haka de Cadmerade, lors d'un improbable séminaire d'entreprise, avec vue sur Fourvière, dans Un triomphe d'Emmanuel Courcol. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, motivé, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin à la ville de Lyon au cinéma, en tous les cas pour nous. Voilà, bien. On recommence, mais soyez encore plus guerriers. Pensez à la concurrence. Ok? Commentez! Notre numéro 5, commençons par le film Trois amis que réalise Emmanuel Mouret en 2024. Emmanuel Mouret n'est pas à proprement parler un cinéaste lyonnais, mais il se trouve qu'il a situé son dernier film en date dans la capitale des Gaules, privilégiant notamment le parc de la Tête d'Or ou le musée archéologique de Lyon, et un film qui s'ouvre par une introduction savoureuse portée par la voix off d'un Vincent Macaigne décalé et facétieux. Lyon est le décor principal de cette histoire. Il se passera des choses ici, d'autres là, et là, ainsi que là. Ici aussi, etc., etc., etc. Vous voyez cet homme? Eh bien, cet homme, ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi, mais du tout.
Il s'appelle Thomas. Il ne le sait pas, mais c'est un personnage important, bien qu'il ne soit pas le principal. D'ailleurs, le personnage principal n'est pas loin. Attendez un petit peu. Ah, le voilà. Enfin. La voilà. Regardez. Il se présente, elle lui dit son nom. Joanne Belair. Il répond Thomas Duval. Elle dit qu'elle enseigne l'anglais. Moi, je suis professeur d'anglais. Oh, je resterai bien à regarder son visage. Oh, mais les cours vont bientôt commencer, et puis nous aurons l'occasion de la revoir. Notre numéro 4 concerne Catherine Deneuve, laquelle a déjà traversé Lyon en coup de vent, comme nous l'avons vu, dans La Sirène du Mississippi, mais qui y est ensuite revenue plus longuement, et notamment dans Les Voleurs d'André Téchiné, donnant des cours de philo à l'université Lyon 3. L'homme n'est point cet être débonnaire au cœur assoiffé d'amour dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque. Et parcourant la ville en voiture de nuit avec Naguim Bendidi au rythme de la voix de Cheb Mami. Et puis il y a Après lui de Gaël Morel, dans lequel Catherine Deneuve se trouve confrontée au deuil impossible, celui de son fils victime d'un accident de voiture, alors la détresse et la solitude dans un appartement sur les hauteurs de la Croix-Rousse, avec la chanson Mysteries de Bess Gibbons pour tenter d'apaiser ce qui peut l'être. Notre numéro 3, un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, même si nous l'avons entreaperçu dans notre introduction, Alice et le maire, que Nicolas Pariser réalise en 2019, et dans lequel Anaïs de Moustier, jeune diplômée de philo, est appelée au chevet du maire de Lyon, interprété par Fabrice Lucchini, en panne d'inspiration et d'idées, afin de le stimuler intellectuellement. Avec un modèle d'ouverture de film qui va résumer tous les enjeux, Anaïs de Moustier au petit matin, qui surplombe la ville dans son appartement de la Croix-Rousse, avec une certaine hauteur de vue, avant de se rendre à son entretien d'embauche à la mairie, et du coup de dévaler les escaliers, la rue Poutot et d'autres, descendant littéralement dans l'arène politique, quitte à perdre sa hauteur de vue, mais aussi quelques illusions et quelques idéaux, avant de bientôt traverser les salons fastueux de la mairie et de finalement découvrir un bureau étriqué, sans profondeur ni perspective. Oui, c'est vraiment très bien, Alice et le maire.
ouvert. Monsieur Chacoté, le directeur des ressources humaines, a eu un empêchement aujourd'hui. Ça vous donne le temps de vous installer. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Un ordinateur. Je vous laisse les clés. Merci. À bientôt. Bienvenue. Merci. Notre numéro 2, nous n'en avons pas encore tout à fait terminé avec Bertrand Tavernier, car l'horloger de Saint-Paul, certes, mais aussi une semaine de vacances que le cinéaste réalise 6 ans après, en 1980, film lui aussi entièrement tourné à Lyon. Nathalie Baye y incarne une prof de français en plein burn-out qui décide de prendre une semaine de congé, semaine qu'elle va passer à errer dans sa ville, avec sur la bande-son Eddie Mitchell, dans cette scène au café, la chanson Sens unique. Tu plantes un arbre et puis tu l'oublies, et tu crois faire de l'écologie. Mais aussi dans Le Vieux Lion, Cours des Voraces, sur la chanson Rien qu'un numéro. Je sais, on me voit beau, je ne suis qu'un numéro. Et puis une scène que nous avions complètement oubliée, Nathalie Baye seule chez elle, qui écoute la dernière séance, et oui, avant de nous regarder droit dans les yeux, à quand, au passage, un sujet sur Nathalie Baye dans Bleu Up. La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran. Non, il n'est pas là. Demain. La photo sur le moufin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Enfin, notre numéro 1, nous tenions à revenir aux origines et donc aux Frères Lumière. Et pour rendre hommage à ces pionniers, imaginons, en guise de conclusion, une projection rêvée des premiers films Lumière tournés à Lyon, à laquelle vont assister quelques personnages lyonnais aperçus dans notre sujet, mais pour bien profiter de ces derniers extraits, plaçons comme parfois notre générique à nous avant le final, les titres des films, les ayants droit, voilà, plus 2 ou 3 autres choses que voici, et donc maintenant, Lyon vu par les Frères Lumière, puis par Anaïs de Moustier, Catherine Deneuve ou Jean-Hugues Anglade, une façon comme une autre, une façon mieux qu'une autre, de rendre gloire aux inventeurs à qui l'on doit tout, de rendre gloire donc à Auguste et Louis Lumière.